pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière. On va s'envoler vers un univers que l'on a peu l'habitude d'entendre sur les ondes, celui d'un autre plateau, celui des jeux et des jeux de société, notamment l'un d'eux intitulé Fashorama. Vous vous dites, en consacrant ce jeu à ces jeux de société productivement, c'est lui rendre service pour les ventes. Eh bien, pas tant que ça, au vu de la polémique suscitée, que nous allons voir de ce pas avec Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Écoutons-le. Il est interdit d'interdire. C'est une expression que vous connaissez, suivant l'âge que vous avez, parce que c'est une expression utilisée, un jeu de mots, utilisé en mai 68. Donc les plus jeunes, les très jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais par contre ceux qui ont 45, 55, 65, 75 ans, évidemment, connaissent cette expression. L'idée de ce podcast, c'est de parler du jeu de société que le ministère de l'Intérieur veut interdire, où les flics sont malmenés, l'image des flics est malmenée, où notamment dans ce jeu de société est présent une carte du jeune flic de la BAC raciste. Dans la BAC, déjà, à la BAC, il n'y a pas que des blancs, catholiques, bons pères de famille. Il y a dans la BAC, quand on connaît les services de la BAC, il y a des gitans, des arabes, des juifs, de tout. Donc imaginez que la BAC est une police politique blanche, française, catholique. Déjà, c'est être complètement con. Parce que ce n'est pas vrai. Depuis 15 ans, 10 ans, ça n'est pas vrai. Dans la BAC, vous n'avez pas de l'adhérent du FN. Vous avez de l'adhérent du FN, mais vous avez aussi du juif, du musulman, du roumain orthodoxe, etc. Après, c'est les choix dans les préfectures. Où là, par contre, les DRH des préfectures, les commissaires principaux, les commissaires généraux, divisionnaires, les préfets, quand ils constituent leurs équipes, suivant où c'est, si c'est dans les quartiers chauds, si c'est au nord, à Lille, à Paris, à Marseille, à Lyon, en effet, le casting n'est pas le même parce que c'est de l'intervention de toute façon communautaire. La BAC, on va intervenir dans des quartiers compliqués et pour cela, il faut avoir des relais locaux. Mais imaginez que la BAC est une police politique, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Dans le cadre de mon expérience personnelle, vous le savez, j'ai été des deux côtés, du pouvoir et du pouvoir de contrainte. J'ai pas été flic, j'ai pas été avocat, j'ai pas été juge. Mais j'ai par contre été au service de deux anciens premiers ministres, à la direction du renseignement de chacun de ces deux personnages. Et donc les analyses, les enquêtes, les rapports que je rendais étaient déterminants. C'est-à-dire que, il y a des généraux italiens, il y a des industriels italiens, il y a des flics italiens, il y a même des personnes civiles, la société civile italienne, dont des mafieux, qui une fois que j'avais rendu ma copie, que ce soit en 2006 ou en 2009, leur vie changeait. Parce que les services secrets italiens ou la justice italienne agissaient sur la base du rapport rendu. Mes rapports étaient anonymes. Je ne signais jamais de mon nom. C'était le cabinet de Berlusconi qui faisait ressortir la note. Donc c'était une note de cabinet. C'était pas une note de Jean-François Carracci ou de Georges Cardel ou de Jacob Kaplan. Parce que Jacob Kaplan est un nom d'infiltration que j'ai aussi eu à un moment donné dans ma vie. Pourquoi Jacob Kaplan ? Tout simplement parce que mon fils était juif. La mère de Chris Angélique était juive espagnole. Donc mon fils à naître était juif. Donc, et à ce moment-là, je ne savais pas que les familles royales européennes à laquelle j'appartenais descendaient de la tribu d'Israël de David. Mais instinctivement, j'avais cette sensibilité-là, puisque j'ai étudié à ma façon, un peu maladroitement, mais avec passion, le Talmud lorsque j'étais en seconde, première et terminale.
J'aurais pu être talmudiste si j'avais su apprendre l'hébreu, ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire. C'est parce que tout simplement l'écriture hébraïque était impénétrable pour moi. Je m'y serais plus appliqué, ça aurait fonctionné, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que est-ce que c'est une police politique d'interdire un jeu de société? Mais pourquoi ce jeu de société existe là? Est-ce que moi, vous avez envie d'acheter un jeu de société où les Arabes passent pour des pédophiles parce que Mohamed a épousé Aïcha qui avait 4 ans? Est-ce que vous avez envie d'un jeu de société où il y a des banquiers juifs voleurs qu'il faut absolument réprimander? Imaginez le Monopoly avec la case, avec un juif barbu, rabbin, banquier, qui vous dit tu passes par ma case, tu perds tout ton argent. Est-ce que vous avez envie d'un hindouiste qui dégueulasse en se baignant dans l'hindou, dans le Nil, pour ce qui est des Égyptiens, de façon polluée, dégueulasse, en ressemblant à rien? Est-ce que vous avez envie d'un Indien d'Amérique, un peau rouge, qui se retrouve dans la situation la plus caricaturale qui soit, en culant par exemple un pur sang, ou je ne sais quelle autre image dégradante on pourrait employer? Ce jeu de société, s'il n'est pas interdit, au moins a réussi un coup marketing et publicitaire, c'est de faire parler de lui. Ça, au moins, pour ça, c'est banco. Après que l'éditeur de ces jeux de société-là soit connu pour être un empêcheur de tourner en rond ou un grand critique de la société, ouais, ok. Dans les jeux de rôle, Warcraft, Game of Thrones, etc., ou je sais pas, tout autre jeu comme ça, est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il y ait un personnage, homme ou femme, qui soit détestable, méprisable, et qui corresponde particulièrement à un individu dans la société? Non, on va utiliser le guerrier, on va utiliser le voleur, le pirate, on va utiliser éventuellement le nécromancien, mais on va pas utiliser le juif voleur, le musulman pédophile, le catholique idiot qui baisse sa fille, au nom de Christus, la fraternité Saint-Pilice. On le voit avec les De Villiers, le scandale sexuel dans les frères De Villiers, où un frère De Villiers a violé son autre frère, et Philippe De Villiers et son frère, le général, qui soi-disant grand moraliste et grand homme, ont tout fait pour que la justice ne s'intéresse pas à leur affaire privée. Donc, celui qui était violé n'a pas pu demander réparation au violeur. Eh bien, on pourrait faire aussi un Puy du Fou, où les fous seraient les De Villiers, qui en fait sont des faux héros, des faux grands hommes, où De Philippe passerait, comme c'était le cas d'ailleurs dans les Guignols de l'Info à l'époque, où Philippe de Villiers passait pour le fou du roi, avec des grelots, avec sa voix bizarre, parce qu'il a une façon de s'exprimer un peu bizarre, Philippe de Villiers, mais c'est pas sa faute, j'entends bien. Philippe de Villiers est un homme qui a réussi une carrière professionnelle brillante. Il a été administrateur civil, très haut fonctionnaire de l'État. Il a su être ministre, parce qu'on oublie, mais il a été ministre. Il a été député européen avec Charles Pasqua. Charles Pasqua, franchement, quelle idée de s'être associé à lui, mais parce que Philippe de Villiers aimait bien l'argent que Charles Pasqua savait demander aux mafias, au pluriel. Moi, quand le commandant DRG à Montpellier, comment il s'appelait déjà celui-là? Ça va me revenir. Privat. Le commandant Privat. En loge, j'ai un frère à Aube-Nouvelle à Montpellier qui s'appelait Thierry Kézergue, qui était imprimeur, qui me dit: écoute Jean-François, pour tes affaires contre François-Joseph Ferracci, t'inquiète pas, j'ai une solution pour que tu connaisses des infos qui te manquent. Je vais te présenter un frère qui est à l'Arche Royale et à Aube-Nouvelle, où j'étais d'ailleurs, respectable loge Aube-Nouvelle, à Lorient de 7, à Poussan, POU2SAN, Alain Privat. Je suis OK. Une semaine après, Alain Privat vient chez moi, à Soussan, rencontre Olivier Geraci, Alain Privat me dit: je vais te donner des informations financières que tu connais pas,
pour aider ta mère, Olivia, à pas se retrouver sans rien, parce que François Guerracci était un grand menteur et un grand voleur. J'ai dit, écoute, si tu veux. Hein. Et puis, une semaine après, finalement, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. François Guerracci a fait disparaître le yacht qu'il avait à Carnon, un bateau de 20 mètres qu'il avait payé 300 000 balles, me semble-t-il, de mémoire, à l'atelier Sopranzi, Sopranzi, qui était un armateur à Grenoble. Vous imaginez un armateur, un fabricant de voiliers de luxe dans les montagnes, dans l'Isère. Qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être pour ça que le mec a fait faillite, hein, parce que construire des bateaux dans la montagne, ça paraissait tellement abscon, ubuesque, que les clients se sont dit que c'était pas possible. Tu construis des skis, tu es au pied d'une montagne. Tu construis des bateaux, tu es au bord de la mer. Tu fabriques des fromages, tu es à Roquefort, en Aveyron. Tu construis des avions, tu es près d'un aéroport. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, il y a le marketing qui fait loi, quoi, qui décide de tout. Et donc, c'est Alain Privat que j'accuse, dont je jette le nom en pâture, hein, et volontairement, parce que j'ai des preuves de l'époque qui montre que cet homme, finalement, a privilégié François-Joseph Guerracci plutôt que moi. Donc, a privilégié le voleur plutôt que le volé. Dont acte, hein. Alain Privat me trahissait en tant que frère, puisque nous étions frères de loge, et me trahissait en tant que justiciable et citoyen, puisque lui était un commandant des RG qui n'était pas censé aider le mafieux, mais plutôt la victime. Mais c'est comme ça. Suivant les fonctions que tout un chacun a, la personne décide d'être un héros ou un zéro. C'est ainsi. Sauf qu'Alain Privat, à l'époque, ce minable, ne savait pas une chose, c'est que j'étais membre des services secrets italiens. En tout cas, au contact des services secrets italiens. Au même moment où Alain Privat me l'a fait à l'envers, ce qu'il ne savait pas, c'est que je le savais. Mais j'ai pas fait tuer Alain Privat, moi. J'ai utilisé sa malveillance pour en faire un point fort. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que les services secrets italiens regardaient son téléphone, pendant que les services secrets italiens, sur ma demande, regardaient le téléphone du commandant des renseignements généraux, Alain Privat, qui se mettait d'accord avec François-Joseph Guerracci pour me baiser illégalement, pour faire disparaître des preuves qui étaient au bénéfice d'Olivia, pour pas qu'Olivia se retrouve sans rien, eh bien moi, je suivais le bateau. Je regardais où le bateau allait. Je regardais quel compte en banque était fermé ou déplacé, où l'argent était transféré. Donc, grâce à Alain Privat, malgré lui, eh bien, je l'ai observé. Des gens, pour moi, des renseignements italiens, l'ont observé. Et en fait, j'ai eu des preuves, malgré lui, que j'ai pu utiliser au profit d'Olivia Guerracci pour qu'elle puisse récupérer plusieurs millions d'euros d'immobilier dans le divorce Guerracci. Et j'ai réussi. Parce que j'étais un renseignement. Sinon, j'aurais juste été une victime. C'est ça, être du renseignement. C'est regarder quelqu'un pisser sans que la personne sache que vous êtes à côté d'elle et que vous la regardez pisser. Donc, un jeu de société qui se moque des flics, moi, je suis pas pour. Parce qu'on pourrait aussi se moquer de ces nationalistes, fascistes, complètement cons. Ouais, le RN, j'ai un problème avec le RN, parce que j'ai un problème avec les Le Pen. La famille, la dynastie Le Pen, est une famille qui a compris qu'on pouvait faire fortune grâce à la politique, en ayant un parti politique et des adhérents qui payent. Et plus ils sont nombreux, et plus ça fait de l'argent. C'est un trésor de guerre. Et après, ben, on n'a rien en retour. Moi, j'ai aucun problème avec les électeurs du RN. Il y en a qui sont complètement cons, mais il y en a qui sont géniaux, comme c'est le cas chez LFI, où il y a des gens très généreux qui veulent le bien de tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont à LFI. Et puis, il y en a d'autres LFI qui sont complètement bas du plafond, qui se retrouvent à détester les juifs au profit des musulmans d'une façon complètement folle, en fait. C'est censé être inimaginable. Vous imaginez, à l'époque du Front Populaire, en 1936, en France, est-ce que vous arrivez à imaginer que le Front Populaire soit anti-juif? Non, au contraire. Mais rien n'est figé dans l'histoire des États et dans l'histoire des individus. Tout est un flux et un reflux. L'histoire, c'est ça. Aujourd'hui, on déteste, on se prend plaisir à détester, ou on se sent obligé de détester les Russes parce que
l'État français, la présidence française nous invite à le faire et va jusqu'à nous obliger à le faire, parce que c'est l'ennemi utile du moment. Mais les Russes étaient nos amis avant et peut-être redeviendront nos amis après, ou pas. Peut-être pour toujours la Russie en voudra à la France, alors que les Français n'y sont pour rien dans cette histoire. Ce sont que quelques Français, que quelques généraux, que quelques ministres, qu'un couple présidentiel qui a décidé de choisir Zelensky, alors qu'il y a un énorme problème avec la présidence ukrainienne, incontestablement. Mais c'est comme ça. Donc moi, je ne suis pas pour rire de tout, et avec n'importe qui, et je ne suis pas pour l'interdit d'interdire. Dans le contrat social qui nous lie tous, c'est que ce sont des mots qu'a employés à l'époque Jean-Jacques Rousseau. Vous savez à quel point je n'aime pas Jean-Jacques Rousseau et les confessions de Jean-Jacques Rousseau, parce que c'était pas un homme... En fait, le problème avec les confessions de Jean-Jacques Rousseau, ce qui me désole, c'est le succès à travers l'histoire qu'a eu ces livres-là, parce que c'est un type sans aucun talent, sans aucune passion et sans aucune gloire, qui nous explique le quotidien de sa vie, dont on se fout royalement. La vie d'un minable, la vie minable d'un mec minable, moi je la prends pas pour exemple. Et je suis désolé que au bac français, depuis des décennies, on soit obligé de lire les confessions de Jean-Jacques Rousseau, de faire des analyses littéraires, d'expliquer des choses. C'est comme avec le marquis de Sade, etc. Mais merde, on n'a pas des choses bien plus brillantes à étudier que l'ennui de quelqu'un dans une vie ennuyeuse. Eh bien voilà, les jeux de société, c'est ça. Alors, on joue aux jeux de société pour s'occuper, pour passer du temps en famille, passer pour du temps entre amis. Est-ce qu'il est utile que ces jeux-là, parce qu'il existe énormément de jeux de société plus ou moins intelligents, plus ou moins beaux, plus ou moins esthétiques, plus ou moins intéressants, plus ou moins complexes à comprendre, est-ce qu'il est possible de laisser des jeux de société racistes, qui soient anti-flics, ou qui soient anti-juifs, qui soient anti-musulmans, qui soient anti-catholiques, qui soient anti ce que vous voulez? Non, je crois que pour être un créatif, je suis un artiste, hein. Je peins un peu, j'écris un peu plus, et dans tout ce que j'écris ou que je peins, la question c'est pas de se moquer des gens, c'est pas de les vilipender. Bien sûr, dans mes podcasts, il y a des gens que vous pouvez entendre que je critique durement, mais je fournis des éléments à la base de ça. Quand, par exemple, j'explique peut-être que ça peut être vu comme du racisme, que Charles Cassard, maltais, et François-Joseph Carracci, plus maltais qu'italien, sont de mauvaises personnes parce qu'ils sont maltais, on pourrait dire donc vous êtes raciste, monsieur Carracci. Je pars du principe que les maltais ont appris l'instinct de survie en étant des voyous. Voilà, la mafia maltaise existe, hein. C'est pas parce qu'elle est pas connue, c'est pas parce qu'Hollywood n'a pas fait bander la terre entière avec des films qui expliquent à quel point la mafia maltaise est géniale et bandante qu'elle n'existe pas. C'est comme hier, j'ai fait une communication sur un film totalement improbable, génial et en même temps complètement fou, parce que l'acteur principal, enfin, dont il joue le personnage de la vie de quelqu'un qui existait, le mec était complètement con. Et c'était un tueur à gages de la mafia canadienne. Parce que oui, il existe une mafia canadienne. Et Georges Cardel, qui est né à Laval, au Québec, en 1981, vous le confirme. Tout ça pour dire, pourquoi il n'y a pas un jeu de société sur les mafias, par exemple? Ça pourrait être marrant, un trivial poursuite sur la mafia, en disant, ben tiens, t'as les Arabes qui vont te décapiter, t'as les Russes qui vont, je sais pas, te brûler vif, t'as les Français qui vont t'étriper, t'as les Indiens d'Amérique qui vont te scalper, t'as les Japonais qui vont te couper les pieds, enfin je sais pas, voilà, on pourrait faire ça aussi, dans le grotesque. Le problème des créatifs, c'est qu'il y a des gens très bien, mais il y a des gens complètement cons. Dans les directions artistiques, vous avez des gens brillants, des gens complètement incompétents, et ça finit sur la table de salon de la famille ou entre collègues. À l'époque, il y a eu le mur des cons, le syndicat de la magistrature avait fait un mur où étaient postés les hommes politiques cons, désagréables ou feignants. Il y avait des commentaires. Ça avait fait grand scandale parce que c'était un syndicat de gauche et c'était beaucoup de gens de droite qui étaient accrochés au mur.
Parce que vous imaginez qu'à l'inverse, un syndicat de droite qui se moque de gens de gauche, ça n'existe pas non plus. Il y a des syndicats de flics de droite, il existe des syndicats de flics de gauche, etc. etc. Moi, j'ai mon voisin et ami qui est flic, qui est syndicaliste, CRS, qui est syndicaliste national, hein, il est secrétaire national adjoint dans son syndicat de flics et de CRS. Il s'appelle Guichard, c'est un copain à moi. Sa femme aussi est flic. On s'entend très bien, Méni Karachi, Bokeh et moi, avec le couple Guichard. On mange ensemble, etc. On suit avec beaucoup de plaisir et de respect leur carrière de flic. Et on s'entend très très bien. Et voilà, chez les CRS, il y a des gens de droite, de gauche, il y a des catholiques, des juifs, des musulmans. Alors après, quand leur sein, il y a des gens qui s'aiment ou qui s'aiment pas, mais de toute façon, dans notre propre famille biologique, on s'aime ou on s'aime pas. Donc c'est normal que ça soit pareil avec le voisin de la rue ou que ça soit pareil avec le voisin du pays d'à côté. Le problème qu'il y a de ce contrat social, c'est que de toute façon, on est tous obligés de vivre ensemble. Qu'on le veuille ou non. Après, qu'on veuille plus vivre avec certains qu'avec d'autres, moi, ça me choque pas. Mais par contre, qu'un éditeur de jeux ou de société ou de livres ou de films ou peu importe l'activité professionnelle utilise la méchanceté gratuite pour aller expliquer qu'un jeune flic de la BAC ne peut être que raciste, non, parce que dans les jeunes flics de la BAC, vous n'avez pas que des blancs catholiques français. Vous avez aussi de jeunes arabes, de jeunes gitans, etc. Et alors, en deux, qu'est-ce qu'on va leur expliquer ? Bien, les zones clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Juste quelques mots pour vous dire mon sentiment sur cette affaire de jeux de société. Moi, je suis fan inconditionnel en fait de jeux de board games, de jeux de société, et en même temps fervent défenseur en fait de la liberté d'expression. Malgré tout, lorsque je vois une carte ou deux circuler avec des messages haineux et très peu représentatifs et qui ne sert à rien en fait dans le jeu, si ce n'est qu'à alimenter un sentiment, eh bien je dis stop. Là, je dis il faut qu'on revoie les copies, l'édition, et qu'on puisse chacun se saisir des responsabilités qui sont les nôtres sur ce sujet. Voilà, c'était la parole moralisatrice de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les zones clandestines.